tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Henriette Wambo. Je suis la directrice générale de Dernière Demeure Internationale. Nous sommes à la clôture des sessions pour l'année 2023-2024. C'est un programme qui s'étend sur 12 mois et à chaque mois, nous avons un atelier pour parler des problèmes, des sujets qui nous intéressent tous, pour partager de l'information avec des professionnels du domaine. En tout cas, on essaye de chercher dans la communauté des personnes qui ont de l'expérience en ce qui concerne le thème du mois. Donc, ce mois, nous aurons Maman Mariette, Madame Mariette Miling Ngano Wesso est née en République démocratique du Congo. Elle est installée au Québec depuis 28 ans. Elle cumule 36 ans d'expérience dans le domaine de la santé, dont 13 ans en RDC et 23 ans au Canada. Comme la majorité d'immigrants, elle a commencé par être préposée aux bénéficiaires, puis infirmière auxiliaire et enfin infirmière il y a déjà 16 ans. Ce parcours au Québec a été une réussite parce qu'elle est retournée aux études, ce qui l'a permis de se familiariser avec le système d'enseignement qui est différent de celui dispensé en RDC. Elle a ainsi accumulé de nouvelles habiletés et a approfondi ses connaissances d'infirmière. Elle a obtenu un diplôme afin de réintégrer le milieu de travail. Une fois en pratique, elle s'est orientée vers la santé mentale durant les 8 dernières années. Elle réalise que c'est sa passion. Mariette est maman de 2 beaux jeunes adultes. Elle est passionnée de randonnée et de natation. Elle aime cuisiner et trouve que les plats cuisinés avec amour et passion sont plus succulents et savoureux. Elle s'exerce à faire la couture et le crochet. D'ailleurs, elle est en train de reprendre un dessin longtemps abandonné. Elle adore faire le jardinage pour consommer bio et local. Mariette envisage également mettre en place un projet de prise en charge des compatriotes aux prises avec la problématique de santé mentale, en commençant par la sensibilisation pour son acceptation. Voilà en quelques mots la biographie de Maman Mariette. Ce soir, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, mais malheureusement, c'est un sujet que tout le monde ne veut pas en parler. Or, c'est un sujet qui fait partie vraiment de notre parcours sur Terre. On va commencer par les rôles de l'infirmière lors d'un décès. Ça peut être à l'hôpital, ça peut être aussi dans un CHSLD, donc, mais dans une institution médicale. Je vais juste comme vous donner un petit point sur les décès qui surviennent à la maison, parce qu'il y a certaines personnes qui préfèrent aussi mourir à la maison. Donc, les personnes qui préparent un peu le processus de décès, de leur propre décès. Mis à part ce qu'on fait déjà, donc on prend soin des patients, on leur donne les soins, pas juste les médicaments. Donc moi, je dirais que le métier de l'infirmière, c'est vraiment multifonction. Parce qu'on donne les médicaments, on est des psychologues, on est des infirmiers, on est de parenté, on est un peu tout là. On est des assistants sociaux. Donc, on donne les conseils. Donc, quand le décès arrive, l'équipe soignante ou l'infirmière qui s'occupe de cette personne-là, on regarde. Donc, il y a déjà, si c'est un décès qui est planifié, on sait déjà tous que la personne est en fin de vie. C'est ça les termes qu'on utilise. Dès qu'on enlève tous les médicaments qui passent par la bouche, donc la personne ne peut plus avaler et il est juste en train de vivre ses derniers moments de la vie,
on les place dans une chambre privée pour qu'il meure dans la dignité, qu'il passe ses derniers moments entouré de ses proches dans la dignité, dans le calme. Parce que ça peut arriver que la personne était dans une chambre à 2 ou à 3, voire à 4. Alors, on choisit, la chambre est déjà dédiée pour ça, pour ce genre de soins. Puis, on les place là-bas et on continue toujours à donner des soins. Mais ça va être maintenant sous une autre forme. Ça va être de médicaments injectables pour soulager la douleur, si c'est le cas. Et on va laisser la famille autour de la personne. Maintenant, quand le décès arrive, nous, on regarde, il y a aucun signe de vie apparente. On regarde tout ça. On peut aussi le voir comment la personne est en train d'évoluer. Et puis, les derniers moments de la vie, on peut dire, ah, là, ça reste seulement accroché sur un bout de fil. Alors, quand le décès arrive, nous, bon, moi, comme infirmière, j'appelle le médecin. Soit le médecin traitant, soit le médecin de garde. Donc, à l'hôpital, il y a toujours un médecin. Quand c'est dans un CHSLD, ça peut arriver que le médecin n'est pas là parce qu'il ne passe pas régulièrement ou il était déjà parti. On va faire la même chose, on va l'appeler. Mais quand le décès arrive, par exemple, après 22 heures, ça c'est dans les CHSLD, on va attendre le lendemain le lendemain matin pour aviser le médecin. Mais à l'hôpital, on avise tout de suite parce que si le médecin traitant n'est pas là, il y a un médecin de garde. Le médecin va arriver sur l'unité et il va aller constater les décès. Donc, vraiment auprès de la personne, dans la chambre où est allongée la personne. Par la suite, il revient au bureau ou au poste. Là, il remplit les formulaires qu'on appelle SP3. Bon, ça, c'est le ministère qui l'appelle comme ça. C'est le médecin qui remplit ces formulaires-là et en même temps, il signe aussi les certificats de décès. C'est le médecin qui signe ces certificats de décès. Si la famille n'était pas présente auprès de la personne mourante, nous, quand on voit les derniers signes s'annoncer, nous, on peut appeler la personne, on peut appeler la famille, les proches, pour leur demander de venir. C'est pas à nous d'annoncer. Donc, c'est pas à l'infirmière d'annoncer à la famille comme quoi votre papa ou votre oncle ou votre personne qui était malade, qui était en fin de vie, est décédée. Ça, c'est pas notre mandat. Ça, c'est le médecin qui doit annoncer le décès de quelqu'un. Si la famille est présente, bon, on n'a pas besoin vraiment d'annoncer. On les offre les condoléances comme d'habitude. Et pendant qu'ils étaient là autour de l'heure, en attendant, on peut les offrir aussi à boire ou à manger. On peut les offrir aussi un petit répit pour que peut-être ils aillent prendre un peu de l'air dehors. Ça, c'est vraiment comme une organisation interne. Alors, dès que le médecin termine de signer les certificats, il peut nous laisser ça au poste. Et nous, on va aller maintenant préparer le corps. On va nettoyer. Donc, s'il y avait, comme je vous disais tantôt, que la personne reçoit maintenant les injectables pour soulager la douleur jusqu'à la fin, au dernier souffle. Là, on va retirer les aiguilles bon, qu'on appelle papillons, qu'on installe. On retire tout ça. Si la personne avait une sonde, on les retire. Si il y avait un pansement, donc la personne avait une plaie, on doit enlever ces pansements, l'ancien, on nettoie la plaie et on applique un nouveau pansement. Donc, on prépare le corps et là, on peut demander encore à la famille s'ils veulent se recueillir encore avant qu'on enlève le corps et l'envoyer à la morgue.
cette demande-là de premier et de dernier recueillement, ça peut venir aussi de la famille. Si les proches demandent, ah, il y en a certains membres de famille qui sont en route, qui vont arriver peut-être d'ici 1 heure ou 2, ça, il n'y a pas de problème. Oui, ils peuvent rester toujours, se recueillir dans l'intimité pour passer ces temps-là avec la personne décédée. Alors, une fois les certificats signés, comme je vous ai dit, les médecins nous les laissent et ça peut arriver aussi que la famille ou le défunt lui-même avait déjà déterminé la maison funéraire où va se passer le service après son décès. Mais je vais d'abord parler au cas où ce genre d'arrangement n'était pas fait à l'avance. Donc, la famille, avant de quitter, parce que là, on a déjà préparé le corps, et ils sont venus nous voir au poste pour dire, OK, nous, le recueillement est correct, nous, on va quitter. Mais avant de quitter, nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Alors là, on va leur parler des maisons funéraires. S'ils sont du coin, on va leur parler qu'il y a des maisons funéraires aux alentours. Des fois, on a déjà des numéros ou des recueils qui sont déjà là, on les remet. À d'autres, on peut les aider aussi à aller faire des recherches sur Internet pour en trouver quelques-unes. Et après, on les offre aussi notre disponibilité si jamais ils ont besoin de questionnements quelconques, parce que c'est après le décès que il y a beaucoup de questions maintenant que les gens se posent. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut absolument enterrer la personne aujourd'hui? Et où est-ce que je dois aller? Bon, alors, on, on est là maintenant, on les explique que le corps est parti, on a amené ça à la morgue de l'hôpital, et ça peut rester là 2 ou 3 jours, mais ça peut rester aussi au-delà si les proches n'arrivent pas encore à trouver une maison funéraire pour prendre les arrangements, ça peut rester encore à l'hôpital. Donc, il n'y a pas vraiment comme une règle quelconque pour dire il faut absolument la durée autant. Non. Mais ils disent maximum entre 2 ou 3 jours parce qu'ils supposent que pendant ce temps-là, ils ont assez de temps pour prendre les arrangements. Alors, quand la famille est prête maintenant à quitter l'unité, là, le corps est déjà envoyé à la morgue. On a déjà remis les coordonnées de maison funéraire où on a aussi appelé ensemble avec. On peut se retirer aussi dans un local. On les aide à faire les appels. Ça dépend aussi du temps de l'infirmière. Ça dépend aussi si la famille demande qu'on les aide de cette façon-là. On peut faire quelques appels aussi jusqu'à ce qu'ils trouvent une maison. Parce que appeler aussi à la dernière minute, c'est sûr que ils risquent de prendre, premier accepté et ils vont le prendre, mais peut-être ça peut être une maison qui coûte beaucoup plus cher. Parce que les prix ne sont pas aussi comme d'une façon générale que toutes les maisons déterminent que ça se passe comme ça. Je pense qu'il y a quand même une différence des prix. Ça dépend des maisons, mais ça dépend de ce que aussi la volonté du défunt ou de la défunte et de ce que la famille veut que ça se passe. Parce que ça dépend si vous voulez faire des expositions jeudi, vendredi, samedi, vous voulez des ornements, des bijoux, ça, c'est sûr que la facture va augmenter au fur et à mesure. Alors, maintenant, la famille veut quitter l'unité. Nous, on les remet les, la carte d'assurance maladie de la personne décédée, la carte de l'hôpital et les effets personnels. Et la famille peut quitter, aller peut-être continuer les deuils à la maison et pour aller commencer maintenant les arrangements avec une maison funéraire. Au niveau de maison funéraire, il y a aussi toute une équipe là bien établie. Il y a des conseillers qui peuvent aussi donner des bons conseils à la famille et l'accompagnement. Il y a beaucoup de services aussi. Moi, je suis passée chercher un recueil
que faire lors d'un décès. Je suis allée chercher à la maison d'H qui est à côté de moi, mais dans chaque maison funéraire, il y en a quand même des informations que la famille va avoir besoin. Alors, comme je vous disais que le corps est déjà parti, je parlais aussi de comment ça se passe dans les CHSLD. Donc, c'est la même chose à l'hôpital. La seule différence, c'est que en CHSLD, si les décès arrivent après 22 heures, on va aviser le médecin le lendemain. Là, la famille est partie de l'hôpital. Maintenant, il faut commencer l'autre étape maintenant pour les arrangements funéraires. Ils ont déjà déterminé où ils ont choisi la maison, soit de leur choix, soit du choix du défunt. Lors de la rencontre, maintenant, avec la maison funéraire, la famille a certaines informations à fournir. Donc, les maisons funéraires vont aussi leur répéter ce dont ils ont besoin. Donc, la carte d'assurance maladie, ils doivent les remettre, les numéros d'assurance sociale, les numéros de parents du défunt, les lieux de naissance, les lieux de baptême si applicable, et la date et l'endroit du mariage s'il y a lieu. S'ils veulent l'exposition du corps ou s'ils ne veulent pas, parce que ce n'est pas comme une règle générale, c'est pas leur volonté ou la volonté du défunt. S'ils ont choisi l'inhumation, là, les vêtements ou les nécessaires comme les bijoux, les ornements, ça va aller et ils vont les remettre après. Mais tout de suite, là, quand ils vont commencer la séance, donc c'est des choses qu'il faut remettre parce que eux, là-bas, la maison funéraire a besoin de ces informations-là. Je vais vous dire pourquoi dans l'autre diapositive. La rencontre se poursuit. Si c'est le conjoint qui est décédé, donc la conjointe doit aussi donner les informations sur elle et vice-versa aussi. Donc, le numéro d'assurance sociale, à la seule différence, elle n'a pas besoin de donner sa carte d'assurance maladie parce qu'elle en aura encore besoin. Mais donner son numéro d'assurance sociale, les numéros des parents, le lieu de naissance et de baptême et la date du mariage. Comme je vous ai dit que c'est le médecin qui annonce les décès. Donc, si la famille n'était pas présente, c'est le médecin qui va annoncer, qui va appeler. Il peut appeler au téléphone pour dire que, OK, monsieur Montfléry qui était dans la chambre telle, c'est moi qui étais son médecin traitant. Si à l'hôpital, là, il est décédé. Donc, c'est à lui d'annoncer les décès. Et, comme je vous ai dit, il a rempli déjà les certificats des décès. Ces certificats de décès-là vont être remis à la maison funéraire. Donc, c'est les documents que le médecin a remplis qui va être remis avec l'assurance, la carte d'assurance maladie à la maison funéraire. Et ensemble, maintenant, la maison funéraire et les proches de la personne décédée, ils vont maintenant remplir un formulaire. Ils en ont des formulaires avec eux là-bas pour envoyer maintenant à l'état civil. Parce que tout décès qui arrive, l'état civil doit être avisé. 48 heures ou je ne sais pas les délais, mais ça, il faut quand même que ça soit avisé le plus rapidement possible. Parce que c'est là qu'on va produire l'acte de décès. Le premier document qu'on a produit, c'est le certificat de décès que le médecin remplit. C'est avec ça maintenant que la maison funéraire, avec la famille, parce que ou les proches, ils vont leur donner d'autres informations supplémentaires et ils vont envoyer maintenant ces formulaires-là à l'État civil du Québec. Le directeur de l'État civil du Québec, à son tour, lui, il va remplir ça dans les registres des décès. Et une fois les registres des décès remplis, donc les informations de la personne décédée sont déjà remplies dans les registres, le directeur de l'état civil, il va produire maintenant les documents qu'on appelle actes de décès. Ça, c'est les derniers documents
dont la famille va avoir besoin et qui va paraître un peu partout là où on a besoin de ce genre d'informations-là. Pendant que la famille est avec la maison funéraire, c'est là qu'ils vont maintenant parler de la volonté de la personne disparue, si ça existe, parce que c'est pas tous les décès, c'est pas tout le monde qui décède là qui disent à l'avance, moi j'aimerais ceci ou qui font les testaments. C'est l'idéal, mais c'est pas toujours comme ça. Alors, ils peuvent choisir si ça va se faire par inhumation ou par crémation. Quelle que soit la façon dont vous voulez que ça se fasse ou la volonté de la personne disparue, vous devez avoir les certificats de décès. Donc, ces documents-là est très, très important parce que deux fois, quand les décès arrivent à l'hôpital, c'est sûr que ça vient bouleverser un peu tout au niveau émotionnel, au niveau psychologique et mental. Les gens oublient ça. Mais c'est important parce que arriver même là-bas à la maison funéraire, ils vont vous les demander. Parce que c'est la preuve comme quoi, oui, le médecin a signé, la personne est vraiment décédée. Donc, vous en avez, les proches en auront vraiment besoin. Là, on arrive au diapositif. La déclaration de décès au Québec, comme je vous ai dit, donc, les étapes, comment ça se passe. Donc, le médecin signe les certificats qui va aller à la maison funéraire. Et là-bas, maintenant, il va signer un autre formulaire qui va aller à l'état civil du Québec. Vous allez remplir les formulaires ensemble. Alors là-bas, dans toutes les maisons funéraires, il y a possibilité aussi euh, de remplir un formulaire, un seul formulaire, une seule demande pour aviser plusieurs ministères parce que c'est beaucoup quand même d'informations qu'ils demandent et il y a plusieurs ministères qui ont besoin de ce genre d'informations. Donc, vous n'allez pas vous mettre à remplir 12 ou 50 formulaires à la fois. Alors, ils ont euh, comment dire, simplifié ça. Et cette demande-là, vous faites juste une demande, on appelle ça déclaration de décès et demande de traitement simplifié des renseignements. Donc, tout est simplifié. Donc, l'assurance maladie va être avisée en même temps, les revenus Québec, les revenus du Canada et beaucoup, beaucoup d'autres ministères en un seul formulaire. Mais c'est la maison funéraire qui va remplir ça avec, grâce à toutes les informations que vous allez leur donner. Eux, ils vont envoyer ça à l'état civil. Et c'est le directeur de l'état civil qui va faire cette diffusion-là. Il va remplir les formulaires et il va envoyer à tous les ministères pour aviser ou annoncer du décès de la personne. Pour les informations, si vous n'avez pas eu la possibilité de poser certaines questions à l'hôpital parce que les émotions sont encore palpables, vous pouvez aller aussi sur les sites. Donc, les sites de www que je vous ai mis là, québec.ca/DC. Vous avez toutes les informations là-bas. Mais entre-temps, dans toutes les maisons funéraires aussi, vous allez avoir toutes les informations. Il y en a même des numéros de téléphone. Vous pouvez appeler aussi. Il y a un délai pour obtenir l'acte de décès une fois inscrit dans les registres de l'État civil du Québec. C'est pas le directeur de l'État civil que c'est lui qui doit inscrire ça dans les registres. Mais c'est pas vraiment comme c'est pas une course à la montre qu'il faut absolument que vous puissiez obtenir l'acte de décès. Parce qu'avec les certificats de décès, vous pouvez faire déjà certaines démarches avec. Ça, c'est déjà une preuve comme quoi la personne est décédée. Sauf qu'il y a certaines compagnies d'assurance ou certaines banques
qui refusent ça, ils veulent vraiment l'acte de décès original produit par l'État civil du Québec. Dans ce cas-là, quand vous allez finir, la famille ou les proches auront fini déjà tous les processus, peut-être ils ont déjà enterré ou ils ont déjà incinéré selon le choix. Là, vous pouvez aller maintenant chercher ces documents-là. Je pense que c'est souvent exigé pour quand il y a des cas de succession, il y a beaucoup de choses là à partager peut-être. Là, vous allez avoir besoin de l'acte de décès. Mais sinon, avec le certificat de décès, c'est déjà assez pour faire toutes les démarches. Je retourne un peu en arrière. Je parlais de l'inhumation. Si les proches choisissent l'inhumation, ça peut être aussi la volonté de la personne disparue. Quand ils sont en rencontre avec la maison funéraire, c'est là qu'ils vont montrer cette volonté-là. Il dit non, la personne disparue, lui, il a choisi l'inhumation. OK, il a déjà acheté son terrain dans tel cimetière. Et ça, si c'est déjà préparé à l'avance, là, ça se passe vraiment très rapidement. Donc, ils vont juste remplir d'autres formalités parce qu'il y en a. Et l'enterrement va se faire dans un délai raisonnable. Mais si ça n'a pas été fait à l'avance, c'est la même chose. Donc, les proches, quand ils vont être en rencontre, ils vont choisir. Oui, la personne a choisi d'être inhumée dans un tel cimetière. Là, ils vont vous donner les prix des terrains, ils vont vous donner les prix des cercueils et vous allez aussi leur dire les formalités ou les à côté que vous voulez avoir. Donc, les expositions, l'église, si vous voulez faire dans vos rites selon vos origines, parce que nous venons quand même des origines différentes, ça va être vraiment votre volonté. Mais sachez que il y a moyen d'enterrer la personne avec un montant minimal. Moi, j'ai parlé avec la maison Magnus Poirier, mais je ne sais pas avec les autres maisons, qu'est-ce qu'ils donnent comme, qu'est-ce qu'ils déterminent comme montant. Donc, avec 6 800, tel qu'on m'a dit, vous pouvez enterrer quelqu'un. Donc, pas d'exposition, pas d'église. Donc, c'est service vraiment de base. Et ça s'arrête là. Si vous choisissez la crémation, au niveau de la crémation, ça aussi, ça demande les certificats de décès. Et vous pouvez choisir aussi de garder l'urne avec vous, de garder les cendres plutôt, mais vous allez acheter l'urne. Vous pouvez les garder à la maison. Ça, c'est votre volonté parce qu'il y en a qui disent ça va nous rappeler et ça va nous dire que la personne est toujours là. Ça dépend de chaque culture et de la volonté, soit de la personne disparue, soit des proches. Parmi l'urne qui est gardée à la maison, si la famille est large, les membres de famille peuvent demander aussi que non, 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 au lieu de les garder au columbarium, on va leur partager dans de petites urnes et chacun va amener ça à la maison, chez soi. Ça aussi, c'est la volonté. La maison funéraire va exécuter ce que vous voulez. Il y a aussi une façon de finir avec ça. Donc, on va prendre les cendres et on va les disperser. Pour les disperser, il va falloir se renseigner aussi où vous voulez aller les faire selon les exigences de la municipalité où vous voulez faire, peut-être dans un cours d'eau, mais il faut se renseigner à l'avance. Où est-ce que ça se passe et comment et quelles sont les exigences de la municipalité. OK. Les services incluent dans tout ce qui se passe. Donc, comme je dis, la crémation simple ou directe, comme ils appellent ça coûte 1 840 $ plus taxes. Ça aussi, il n'y a pas autre chose d'à côté. Pas d'exposition, il n'y a rien, il n'y a pas d'église. OK, la personne a désiré ceci. OK, on passe, voici la facture.
vous payez la facture et le reste se fait. Vous récupérez les cendres ou l'urne et ça s'arrête là. Comme je viens d'expliquer, les diapositives, c'est ça. Donc, vous partagez en famille, vous les gardez au columbarium. Et là, au columbarium, les compartiments choisis, il y a un prix selon la grandeur aussi. Donc, c'est la même chose ici. Vous choisissez l'inhumation. Là-bas, au cimetière, la tombe est payante aussi. Mais vous payez, ce qu'on m'a dit, c'est peut-être 100 ans. Donc, ça appartient à la personne. Mais il y a un montant qui vient avec. Ce montant peut augmenter si on ajoute l'entretien au cimetière. S'il y a quelqu'un qui va aller entretenir, là, le montant va augmenter. Mais ce n'est pas gratuit non plus que vous utilisiez les columbariums ou les cimetières. Il y a un montant qui va avec. Mais il y a moyen d'enterrer la personne aussi avec le minimum possible. En parlant du montant, je vais juste survoler un peu sur la question parce qu'on dit, ah, la personne qui décède au Québec, le gouvernement donne 2500 $ d'emblée. Bon, moi, ce qu'on m'a dit, ce n'est pas d'emblée. Ça dépend de qu'est-ce que la personne a contribué. Donc, les personnes qui ont travaillé, ils ont contribué. Là, ils vont regarder, quand vous allez faire la demande, ils vont évaluer la demande et dire, OK, la personne a quand même assez contribué, la droit à ces 2500-là. Mais c'est imposable. Sinon, si la personne n'a pas travaillé, si la personne a été, elle a vécu de bien-être social, donc, la demande va se faire aussi au bien-être social et il y a des conditions qui s'appliquent. Donc, il faut se renseigner aussi de comment ça fonctionne. Quand on va vous donner ces montants-là, et il y a des conditions aussi, donc se renseigner avant de l'accepter ou de le refuser, par exemple. Quand un décès arrive, nous venons tous des milieux culturels différents. Donc, chaque culture a sa façon d'enterrer les morts. Mais ici, nous sommes régis aussi par la loi. Quelle que soit la façon dont nous enterrons nos morts chez nous, nous devons aussi nous conformer aux lois sur place. Donc, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Mais on laisse toujours cette possibilité-là si vous manifestez la volonté de dire que non, nous, on aimerait passer quand même un temps avec notre défunt pour qu'on fasse nos rites en autant que ça répond aux normes, ça répond à la loi, ça ne dérange pas la loi qui est établie, vous pouvez toujours les faire, mais il faut les demander. Merci beaucoup, Maman Mariette, pour cette belle présentation. Merci. Je pense que nous tous, nous avons appris beaucoup de choses sur les étapes de la prise en charge d'un patient dans un centre hospitalier ou bien dans un CHSLD. Donc, merci infiniment pour avoir accepté de venir édifier notre communauté sur un sujet aussi passionnant. Oui, moi j'ai une question. Oui, C'est Moukoulou. oui, Nkolo, ça va? C'est ça, la première question, c'est une précision. Une fois que le certificat là, de décès est remis au salon funéraire, ça c'est l'original. Est-ce que quand ils le transmettent, est-ce qu'ils vont transmettre cet original-là à l'état civil ou ça va retourner encore à la famille, le certificat, pas l'acte? OK. Les certificats, oui, on envoie l'original à l'état civil. Avec le formulaire rempli, qu'on a rempli, ils envoient tout ça à l'état civil. Mais sinon, les salons funéraires peuvent produire aussi un certificat conforme à ce que le médecin a fait pour donner à la famille afin de commencer déjà d'autres démarches.
Ah, ok, là c'est. Maintenant je comprends parce que. Alors, d'autres questions, ça concerne effectivement, il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment les cendres. Une fois qu'on a les cendres, est-ce que l'on peut voyager avec en Afrique? Est-ce que ça prend d'être déclaré avant de quitter les sols canadiens ou québécois pour les rendre en Afrique? Est-ce qu'on doit avoir un papier pour accompagner ces cendres? Bonne question. Moi, je n'ai pas posé la question concernant un voyage quelconque, mais s'il y a un document qui a été produit pour ça, les cendres émises dans l'urne, ça dépend aussi de la grosseur de l'urne. Si c'est juste une petite caisse là que vous pouvez comme enfiler dans votre valise, ça peut toujours partir. Mais est-ce que ça demande les documents légaux du Québec ou du Canada pour voyager avec? J'avoue que je n'ai pas demandé ces détails-là, je ne sais pas. Mais je pense que oui, ça vaut la peine d'avoir quand même un certificat. Là, ça va peut-être euh, prouver à l'État civil ou à l'État québécois comme quoi, bon, c'est comme si tu demandais d'inhumer quelqu'un et prendre les corps, l'amener ailleurs. Donc, les Mhm. pays doivent savoir où est-ce que tu l'amènes, pour quelles raisons, et est-ce que ça va revenir ou quoi. Tu as besoin quand même de papier pour partir avec. Parce que pour garder la cendre à la maison, là-bas, à la maison funéraire où vous avez fait ça, il y a des écrits qui restent là-bas aussi, comme quoi vous avez préféré garder le cendre avec vous. Ah, Donc, oui, j'imagine que ça vaut la peine d'avoir quand même les papiers légaux, juste pour annoncer comme quoi, c'est la même chose que si vous voulez rapatrier les corps. Donc, vous oui, avez besoin de tous les documents pour faire sortir les corps d'un pays et l'amener dans un autre. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais je chercherai aussi des infos c'est beaucoup ça. approfondies pour moi aussi. Mais oui, c'est ça. En tout cas, ce sont les deux que j'avais parce que c'est les six. Dernièrement, quelqu'un me l'a posé. Alors, j'ai dit, ah, je vais me rappeler, demander à la communauté camerounaise. Malheureusement, je sais qu'ils n'ont jamais rapatrié les cendres. Mais je crois que vous avez approfondi. On va approfondir ensemble. On va Parfait. chercher. Oui. Merci. Merci beaucoup. Ça prend un papier. Oui. Maman Mariette, Oui, bonsoir, maman Marie-Josée. je voulais juste vous demander, maman Mariette a dit que la personne décédée, le cadavre peut rester à la morgue de l'hôpital 2 à 3 jours. Est-ce que c'est payant ou c'est gratuit? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'une fois, j'ai accompagné une dame, le patient est mort dans la matinée et pour ne pas citer le nom de l'hôpital sur place à Montréal, on dépêchait la personne là. Il faut qu'avant 18 heures que tu nous dises où il faut aller, qu'on appelle le salon funéraire. C'était comme c'était pressé là, il fallait absolument trouver un lieu où le corps allait partir. En ce que je sache, c'est pas payant. Mais si j'ai bien compris, vous dites que la personne, comme on l'a pressé de sortir les corps, c'est ça? C'était un peu ça? Oui, oui, Ok, exactement. Il n'y avait pas place à la morgue et les hôpitaux n'ont plus de place à la morgue, parfait. etc. Parce que si on presse les proches, c'est vraiment un problème d'espace. Parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Il y a certains hôpitaux et ont juste 2 compartiments. Et si il y a déjà, bon, il y a certaines morts qu'on peut les voir venir et que les 2 compartiments sont déjà occupés, ça peut arriver qu'on on accélère, on demande à ceux-là, aux proches, de libérer parce qu'il y a juste 2 places. Et ces places-là, normalement, il faut qu'ils soient toujours libres parce que quand il y a un décès, qu'on ait la place pour aller les mettre.
Parce qu'on ne peut pas les garder sur les unités. Même si la personne est dans on l'a laissé dans la chambre privée, mais une fois les décès déclarés, cette chambre-là est supposée déjà libre pour acquérir une autre personne pour recevoir des soins. C'est pourquoi maintenant on va regarder et dire non, non, il faut libérer la morgue. Et dans ce cas-là, si la personne, le corps était déjà là et la famille n'a pas pu trouver un endroit, c'est là on va les presser quand même. Mais on ne va pas les facturer. C'est pas payant. C'est pourquoi tout de suite là, quand il y a un décès, même avant, on essaie déjà de parler avec les proches pour qu'ils commencent déjà les arrangements. Je sais que nous, la plupart de nous, les immigrants, dès qu'on commence à parler de la mort, c'est la panique. Pourquoi tu parles de la mort? Ça va arriver parce que tu en parles. Mais, je m'excuse les termes, mais nos frères ou nos sœurs blancs, ils ont compris il faut qu'on fasse les arrangements à l'avance. Parce qu'il y a d'autres écoles aussi que les personnes qui décèdent sur l'unité dans l'hôpital, des fois, ils ne passent même pas par la morgue. Donc, il est décédé dans sa chambre, la maison funéraire est déjà avisée et ils passent directement pour les chercher. Comme dans un CHD, ils viennent vraiment sur l'unité, ils prennent les corps et ils partent. Ce petit passage-là à l'hôpital, c'est pour accommoder tout le monde. Donc, il faut que la chambre soit nettoyée pour accueillir d'autres personnes qui sont dans le besoin, qui doivent recevoir les soins. Et en même temps, à la morgue aussi, il faut que ça reste libre pour accueillir d'autres morts qui vont venir. Mais ce n'est pas payant. Et ma préoccupation, c'est juste pour les cas des indigents, maman Mariette. Des indigents qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas de personnes, mais ils arrivent à décéder. Comment est-ce que vous vous prenez là-dessus? Bon, il y a une catégorie. Donc, quand la personne décède, c'est sûr qu'on ne sait pas quand la mort arrive. La personne décède à l'hôpital. La première chose, ça peut arriver que déjà, pendant que la personne était en fin de vie, l'équipe savait déjà que cette personne-là n'a personne, donc n'a aucun proche autour. Sinon, si ça existait, nous, on va d'abord fouiller dans les dossiers, aller chercher tous les numéros existants. Les cousins, même éloignés, tout ça, on essaie d'appeler. Si on n'arrive pas vraiment à joindre personne, donc apparemment, il n'y a personne qui peut prendre soin, là, le corps est mis maintenant à la disposition du gouvernement. Et ça va être déclaré que il n'y a pas de famille. Donc, c'est le gouvernement qui va s'occuper maintenant de l'enterrement et d'autres choses. C'est eux qui vont décider, mais ils vont faire la même chose aussi. Les certificats vont être signés, tout, et ça va être envoyé à l'état civil comme si la personne avait des proches. Et maintenant, le gouvernement va s'occuper du reste. Je voudrais demander à madame, est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients à faire des préarrangements pour des personnes avant leur mort? OK. Bon, on va commencer par les avantages. D'une façon générale, quand les décès arrivent là, ça chamboule tout. Du côté émotionnel, mental, tout ça. Même si on sait que la mort va arriver, personne n'est prêt quand ça arrive. Mais si vous avez déjà fait les arrangements à l'avance, donc les décès arrivent, la première chose, donc vous avez déjà votre certificat, la première chose, vous appelez la maison funéraire. La maison funéraire vient prendre les corps et les restes, il va juste vous donner les directives. On va faire ceci, on va faire cela. Et si vous voulez, tel jour, telle heure, venez, on va faire, vous allez signer les papiers. Donc, ils font tout est déjà fait. C'est comme ça vous enlève les poids administratifs là, parce que c'est très, très difficile. Tu pleures quelqu'un proche de toi
Je parle par exemple d'une dame dont le mari est décédé, il lui laisse des enfants jeunes, tout ça. Et c'est le mari qui s'occupait de tout. Et là, maintenant, c'est les téléphones qui sonnent de partout, c'est la famille qui appelle, c'est le gouvernement qui appelle, c'est la banque qui appelle. Vous pensez que cette madame est prête vraiment là pour aller répondre à tout ça de façon efficace? Je ne pense pas. Mais si c'est des choses qui avaient déjà été arrangées à l'avance, c'est comme du poids administratif, du poids qui sont déjà détachés de cette personne-là. C'est déjà réglé à l'avance. Il va juste aller comme répondre à des formalités d'usage, comme je vous ai dit, la signature de certains formulaires, ou peut-être aller à la banque pour signer quelque chose. Moi, je pense que ça, c'est un avantage. Bon, les désavantages, c'est ça. Donc, ça vous tourmente encore plus. Vous êtes déjà tourmenté par les décès, vous êtes déjà désemparé partout. Alors, ça vient encore ajouter le poids sur ce que vous venez de recevoir. Donc, vous perdez une personne et vous ne savez pas. Il y en a d'autres personnes qui tombent en dépression quasiment. Ils tombent en dépression parce qu'ils ne savent plus quoi faire. La personne qui est décédée, c'est cette personne-là qui s'occupait de toutes les paperasses dans la maison ou dans leur fratrie. Maintenant, ils arrivent, ils ne savent pas. On demande juste un simple papier. Le papier est devant la personne, mais la personne ne le voit pas. Tellement qu'il est bouleversé émotionnellement, mentalement, même physiquement à cause du décès. Alors, ça, c'est quelque chose que ce n'est pas souhaitable. Parce qu'il y a, à un certain moment, vous risquez aussi de répondre ou de signer des choses. Vous n'êtes pas concentré pour lire qu'est-ce que je suis en train de signer, tellement que la concentration n'est pas là aussi. C'est ça l'avantage si, par mesure, si vous êtes capable vraiment de prendre ces arrangements à l'avance, ça vaut la peine. Il y a toutes les maisons funéraires qui offrent aussi ces genres d'arrangements à l'avance. Mis à part que, bon, c'est sûr que nos membres DDI, on leur remet l'argent et ça couvre déjà tous les frais, mais il y a aussi les côtés administratifs. Les gens qui ont la succession, vous devez savoir à quelle porte aller cogner. Le notaire doit être impliqué là-dedans. Il faut savoir quelle était la volonté de la personne décédée. Tout ça, c'est des casse-têtes qui viennent s'ajouter encore à la situation qui est déjà compliquée. Bon, après avoir écouté cet exposé, est-ce que vous êtes prêts à aller faire vos pré-arrangements? J'ai dit ça, je demande ça parce que, avant que vous répondiez, une fois, j'étais partie quand il y avait encore des studios de photos, là, ok? J'ai demandé à ce qu'on me fasse vraiment un gros portrait, là. Et moi, j'ai dit, ce portrait-là, c'est ce on utilisera quand je vais décéder, on va mettre ça sur mon cercueil. Et la personne a dit, pourquoi tu dis ça? Quand tu dis ça, tu appelles la mort. Moi, j'ai parlé de ça il y a 20 ans de cela. Je suis encore en vie, non? Oui. Alors, donc, ça vaut la peine. Donc, c'est encore un sujet tabou jusqu'à aujourd'hui, malgré que les gens qui nous ont accueillis dans ces pays, ils essaient de démystifier ça, de mettre déjà les dispositifs à l'avance. Ils savaient déjà, ils ont étudié, ils savent que ça donne beaucoup de casse-tête. Des fois, vous restez là, comme j'ai donné l'exemple de la madame dont le conjoint est décédé. Avec les téléphones aujourd'hui, madame ne connaît pas les mots de passe de cellulaire du monsieur et vice-versa. Or, c'est dans les mots de passe là qu'il y a aussi les numéros de compte bancaires. Et là, il y a l'argent dans les comptes. Mais dès qu'on a déclaré les décès, le compte a été bloqué. Vous devez maintenant passer par le processus
par les notaires, par les quoi, les processus administratifs pour arriver à aller faire débloquer les comptes bancaires. Mais en attendant, vous allez faire quoi? Vous avez besoin d'acheter du lait aux enfants, vous ne pouvez même pas. Alors, moi, je pense que ça vaut la peine de faire déjà des préarrangements. Bon, pour moi, mais je ne vous oblige pas, par exemple. Merci. Non, non, c'est très pertinent. Mais peut-être ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour faire les préarrangements, mais ce n'est pas cher les préarrangements. C'est par mois parce que c'est toi qui décides en combien d'années tu vas les payer. Ou bien peut-être ils disent, bon, peut-être ils ne veulent pas dépenser, ils disent, mais nous allons jouir d'abord de notre petit montant. Et puis les jours, on verra. Et moi, j'ai toujours cru que c'est parce qu'il y a ceux qui croient qu'on est encore dans les villages, que quand je meurs dans le village, on m'enterre dans la clôture. Là, je n'ai rien à prévoir parce que la clôture est là, elle est encerclée. C'est juste qu'il n'y ait pas de trou à travers la clôture. Et puis, il raisonne jusque-là comme ça. Et puis, ensuite, dans nos pays d'où nous venons, bon, à part Kinshasa, par exemple, le cimetière est cher, mais ailleurs, ce n'est pas cher l'enterrement. C'est pourquoi ils ne prévoient pas. Ils croient qu'ils sont encore là. Mais ici, c'est trop cher. Ouais, ok. Ça peut arriver. Ouais. Pour répondre à ta question, j'invite vraiment à transmettre aux jeunes. C'est un exercice. Comme toutes les étapes que vous nous aviez données là, à en parler. Arrêtons, nous les Afro, de chercher des sorciers là où il n'y en a pas. S'ils existent, ils existent, mais la mort existe. Il faut en parler aux enfants, dire que quand on décède, voilà ce qui arrive. Ça doit faire partie de l'éducation. Qu'on soit au pays ou qu'on soit ici, c'est quelque chose à arranger déjà, ne fût-ce qu'en parler. Qu'en parler pour que les enfants sachent. Mais c'est très beau, c'est très facile. Comme vous nous avez présenté ça, si tout est déjà arrangé, j'avais eu des funérailles où même les chansons, la défunte a choisi ses chansons à l'église. C'était formidable, c'était un bon décès très paisible. En tout cas, merci pour ton apport. Tu nous as ajouté beaucoup de sel. Il faudrait qu'on en parle. Oui, salut. Je voulais juste ajouter en ce qui concerne les préarrangements, d'autres avantages qu'on pourrait aussi, je pense, c'est en ce qui concerne les prix. Parce que on voit que chaque jour, les choses coûtent plus cher, et y compris aussi du côté, je pense que du côté aussi des enterrements, les prix aussi évoluent. L'inflation touche un peu partout. Donc, si on fait un préarrangement comme peut-être euh, Madame intervenante, et puis on l'a fait à cette époque-là, c'était par exemple à 20 000. Mais si on veut faire maintenant, là, c'est sûr que ça va coûter 20 000. Donc, il y a des avantages aussi à ce niveau. Donc, est-ce qu'on peut pas dire on gagne aussi un peu d'argent pendant qu'on est en vie, mais on gagne aussi, c'est comme de l'argent qu'on met en banque aussi, n'est-ce pas? Oui. Ouais, très pertinent. Parce que c'est les poids là qu'il faut éviter, les poids financiers. Même ceux qui sont à l'aise financièrement, quand les décès arrivent, là, commencer à sortir l'argent comme ça, c'est un peu pesant. Alors, mais si tu avais déjà fait ça à l'avance, il décroche juste le téléphone, il appelle à la maison. Ah, OK, c'est arrivé, oui. On donne l'adresse, ils vont chercher les corps. Et c'est la maison funéraire qui les appelle maintenant. OK, on se rencontre tel jour. Ils viennent juste leur parler, ils les donnent les directives. Et la famille dit, ah, OK, nous, on veut le faire telle date. Donc, c'est quand même un poids de moins. Et psychologiquement, mentalement, tu vis bien les deuils aussi. Je veux vous avouer que il y a une madame, il y a peut-être 3 ou 4 ans de cela, non, avant Covid, elle avait perdu son mari à Ottawa. C'est vraiment une proche de moi. Je suis allée la voir, j'ai passé beaucoup de temps avec. Et elle m'a avoué après, elle dit,
quand je pleurais, oui, c'est vrai, je pleurais mon mari, mais je pleurais aussi le poids financier. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'était lui le pourvoyeur. Je pleurais, où est-ce que je vais trouver l'argent pour couvrir tout ça? Même si je pleurais, lui, il est parti, je savais, mais je savais que il n'est pas parti seul, là. Il est parti avec un peu de moi parce que je ne sais pas comment je vais couvrir les manques financiers, là. C'est vraiment un poids très, très lourd. Surtout que la mort arrive, c'est sournois, là. Ça arrive, ça n'annonce jamais. Bonjour, moi je suis Ange Coco. Oui. Euh, J'appelle de l'Alberta. Je dis merci à la maman pour son exposé. Mais ma question, ça concerne maman Henriette. Oui. Parce que moi, ma préoccupation, c'est au niveau du transfert des corps en Afrique. Est-ce qu'on pourra voir, je ne sais pas si ça fait partie de cet exposé ou bien est-ce qu'on pourrait avoir les démarches, combien ça revient, tout et tout, dans un autre exposé, si c'est possible. C'est ça ma préoccupation pour ceux qui veulent transférer le corps au pays. On aimerait vraiment être éduqués là-dessus. OK. Je vais essayer de répondre, mais si une autre personne qui a aussi un complément de réponse peut ajouter aussi. D'abord, les deuils, comme je dis au début, les processus fonctionnent de la même manière. Donc, les documents, tout le monde a besoin de mêmes documents. Maintenant, la différence, c'est que vous voulez transférer les corps. Donc, ils vont préparer les corps. Vous allez aller choisir les cercueils, vous allez choisir tout. Et c'est au niveau, moi je pense que la plus grosse différence, c'est au niveau budgétaire même. Parce que là, ça coûte, je pense que c'est 16 000, on est rendu. Peut-être maman Ariette peut un peu m'aider là-dessus. Je pense que c'est 16 000 pour le moment. Et si vous choisissez d'accompagner avec quelqu'un, bon, ça c'est à part. Ça n'a rien à voir avec les montants qu'on paye pour les corps. Donc, tout le processus d'embaumage, tout ça, donc ça va se faire quand vous allez prendre les arrangements. Tout ça, ça va se faire avec la maison funéraire. Et vous allez choisir aussi les aromates que vous voulez qu'on mette. Donc, c'est à votre volonté. Là où vous vous joignez avec tout le monde, c'est vraiment au niveau administratif. Vous avez les mêmes documents que Québec ou Canada exige lors d'un décès. Et quand vous allez faire les arrangements, c'est là maintenant que vous choisissez. Ils savent aussi que, bon, ça va aller loin, à arriver là-bas avec la température en Afrique. Peut-être vous allez vouloir ouvrir les cercueils là-bas. Donc, ils vont prendre toutes les dispositions. Si vous allez ouvrir les cercueils ou si vous n'allez pas ouvrir les cercueils. Donc, c'est là, eux, ils vont choisir quel produit ils vont utiliser pour embaumer les corps. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut ajouter Oui, un... je vais ajouter juste un complément parce que si j'entends bien Ange, elle voudrait savoir à peu près les tarifs en fonction de où on se trouve, par exemple au Canada. Je vais dire en gros, pour avoir géré un peu des cas dans presque pas mal de provinces où DDI a des adhérents, que les tarifs, la différence parmi les tarifs n'est pas aussi, l'écart n'est pas aussi grand. Ça dépend aussi du poids de chaque corps et aussi de ce que la famille veut. Parce que un enterrement ou bien un funérail simple, tel que Maman Mariette a expliqué, on prend seulement la base. C'est-à-dire si c'est la crémation, uniquement la crémation. Si c'est l'inhumation, on prend inhumation simple avec un modeste cercueil, sans autre service qui vient avec comme des fleurs,
de les poser 2 jours, 3 jours, avec projection, parce que c'est tout ça qui augmente la facture. Mais en ce qui concerne le service de base, si on s'appuie sur le service de base, c'est presque la même chose. L'écart n'est même pas $200 par maison funéraire. C'est les services qui viennent tout autour qui peuvent grossir la facture. Et généralement, quand les familles vont, ils ne comprennent pas qu'en prenant plus de services, ça augmente aussi la facture. Parce que le directeur funéraire te dit, est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Quand tu dis oui, à chaque fois que tu dis oui, la facture augmente. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, quand il s'agit du rapatriement, il y a une facture supplémentaire qui augmente également, c'est-à-dire le transport aérien. Le transport aérien, c'est également un autre volet qui varie en fonction aussi du poids. Qu'est-ce que nous, à Dernière Demeure Internationale, organismes communautaires qui aident les familles dans cette situation, nous conseillons aux familles? Nous les conseillons le bois. Il y a des meilleurs bois plutôt en Afrique. On leur conseille de ne pas acheter le cercueil ici. Parce qu'en achetant le cercueil, ça augmente le poids du transport et le transporteur aérien doit facturer le cercueil. Or, ce même bois, on peut l'avoir de bonne qualité en Afrique et à des prix défiant la concurrence. Donc, voilà un peu les détails qui peuvent permettre. Il y a également eu des ateliers dessus. Si vous allez sur le site, sur la page YouTube, vous cherchez des vidéos concernant les maisons funéraires, la préparation. Il y en a. On a eu à faire passer le directeur de Manus Poirier, M. Vincent Savy. On a eu à passer, ça c'est ici au Québec, on a eu à faire une séance avec M. Pearson, Michael Pearson de la compagnie Pearson Funeral Home en Alberta. Donc, ces 2 vidéos-là, ils expliquent vraiment les tarifs. Donc, je pense que si vous consultez ces vidéos sur notre page YouTube, vous tapez YouTube Dernière Demeure Internationale, vous allez trouver, vous cherchez des vidéos comme ça, vous allez pouvoir obtenir plus d'informations. Oh, merci beaucoup. En tout cas, merci, Dame Henriette, pour la présentation. Surtout, il y a certaines informations que je n'avais pas avec précision. Et pour nous, du conseil d'administration, nous accompagnons souvent les personnes, les proches des personnes décédées. Et avec ce genre de précision, on va être un peu plus précis et plus clair dans nos explications aussi vis-à-vis de nos membres. Merci beaucoup pour la présentation. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une agréable fin de semaine de la Pâque et que Dieu nous bénisse tous.